Alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je m'appelle Sébastien Puechmaille, donc je suis enseignant-chercheur ici à l'Université de Montpellier, à l'Institut des sciences de l'évolution. Et donc, je travaille depuis une vingtaine d'années, particulièrement sur les chauves-souris, sur divers aspects de l'écologie, de la phylogénie, de l'acoustique, voire des maladies émergentes chez les chauves-souris. Donc, assez généraliste sur les recherches chez les chauves-souris. D'accord. Et alors, du coup, les chauves-souris, c'est quoi leur particularité? Qu'est-ce qui vous a fait peut-être les aimer aussi? C'était une opportunité en fait quand j'étais étudiant d'ailleurs ici à l'université de Montpellier. Okay. En fait, j'étais plutôt botaniste, ornithologue à l'époque. Okay. Et j'ai fait un stage de licence en Grèce pour aider une étudiante en thèse qui effectuait ses recherches sur les chauves-souris. Et donc, en l'espace de 2 mois, elle m'a convaincu de continuer à travailler sur les chauves-souris plutôt que les autres groupes taxonomiques. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont assez inconnues chez les chauves-souris et qui sont très différentes de beaucoup d'autres groupes taxonomiques. Et donc, ça m'a vraiment passionné. Je continue à être passionné par la botanique et l'ornithologie, mais j'ai choisi les chauves-souris pour la recherche. Donc, coup de cœur pour les chauves-souris. Voilà. Et alors, ce serait quoi ces spécialités, par exemple, sur la phylogénie? C'est vrai que les chauves-souris sont un petit peu particulières. En fait, c'est un monde qui est un petit peu délaissé, dans le sens où, en fait, ce sont des animaux qu'on voit assez peu. On peut les apercevoir, mais c'est vrai que la plupart des gens, même des étudiants en biologie, et je faisais partie de ceux-là avant de me pencher dessus, en fait, on a une très mauvaise idée de ce qu'est une chauve-souris, leur mode de vie, la diversité, leur écologie, leur déplacement, enfin, un petit peu tout sur les chauves-souris, on n'y connaît quasiment rien. Et donc, quand j'ai travaillé avec cette étudiante en thèse, elle m'a un peu ouvert les yeux, et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un monde fascinant. Et alors du coup, votre travail à vous, il consiste en quoi? C'est quoi une journée type de chercheur en chiroptère? Alors, chercheur et enseignant, donc la moitié du temps, c'est de l'enseignement. Hein. Donc, bon, assez peu spécifiquement sur les chauves-souris, parce que bon, bah, c'est quand même un peu une spécialisation. Mais sinon, de la partie recherche, en fait, j'aurais tendance à dire qu'on passe beaucoup de temps à chercher des financements pour faire nos études. Ouais. Il faut le savoir, hein, c'est quelque chose qui est important. Bon, après, c'est une question. On ne devrait pas avoir à le faire autant, parce que c'est du temps qui n'est pas utilisé pour faire de la recherche en elle-même. Et ensuite, c'est supervision d'étudiants en thèse ou en master, c'est analyse des données, mais globalement assez peu. Hein. Beaucoup d'administratifs. Tout ce qu'on veut faire, faut passer par beaucoup d'administratifs, demander des autorisations, organiser des missions, même si maintenant les missions, ça se fait de moins en moins. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de journée type d'un chercheur. Hein. C'est vraiment, on fait un petit peu de tout et de rien dans une journée. Est-ce que vous avez une espèce favorite de chauve-souris parmi ça c'est la question qu'on sort à chaque fois, c'est ça? C'est une question qui revient très souvent et en fait j'aurais tendance à dire que non, pas spécialement. Alors c'est vrai que assez souvent quand on travaille sur une espèce et pour toute sa vie on est vraiment sur cette espèce-là. Bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 espèces sur lesquelles j'ai passé plusieurs années de ma vie à travailler, donc j'ai quand même une affinité assez particulière. Mais après, j'aurais tendance à dire que non, en fait, toute espèce est vraiment incroyable. Enfin, chacune fait quelque chose de différent et elles sont toutes vraiment incroyables. Hein. Et alors, du coup, vous travaillez aussi particulièrement sur la maladie du nez blanc. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, la maladie du nez blanc, c'est un champignon qui, en fait, durant la période hivernale, quand les chauves-souris hivernent, poussent sur les parties de peau exposées, donc principalement les ailes et l'oreille. Et en fait, il y a des cascades d'effets qui sont encore assez mal décrites, va entraîner la mort des chauves-souris. C'est un champignon qui est originaire d'Europe, qui a été introduit il y a une quinzaine d'années en Amérique du Nord. Alors, introduit comment, on ne sait pas précisément, mais tout pointe vers, en fait, des activités humaines qui, sans intentionnellement le faire, mais ont introduit ce champignon en Amérique du Nord chez des espèces de chauves-souris qui étaient naïves, et donc c'est vraiment l'hécatombe. Alors ici en Europe, d'où le champignon vient, a priori, l'effet du champignon sur les populations est très restreint. Et alors ce serait quoi les différents habitats par exemple des chauves-souris? Où est-ce qu'on peut en trouver Alors dans nos zones tempérées, c'est partout.
C'est aussi simple que ça en fait. Il y a quasiment aucun habitat qui est délaissé des chauves-souris. Et elles ont colonisé quasiment la plupart des îles du monde, tous les continents, sauf les extrêmes polaires, où de toute manière pour des questions assez claires, elles ne peuvent pas y vivre, mais elles sont en fait quasiment partout. Ok, d'accord. Et donc oui, voilà, par exemple, est-ce qu'on peut parler un petit peu des espèces qu'on peut trouver par ici? Alors il y en a quand même une trentaine. Ouais, il y en a quand même une trentaine. S'il faut expliquer toute une par une, ça va prendre du temps. Mais en fait, ici, on trouve des espèces qui sont plus ou moins inféodées au milieu forestier, d'autres au milieu aquatique, bon, plutôt rivières, lacs, certaines qui sont plutôt dans les milieux ouverts, d'autres dans les champs, d'autres qui sont plutôt de haut vol, hein, qui vont monter jusqu'à plus de 500 mètres, 1 kilomètre pour chasser des insectes. Donc en fait, on en a vraiment un petit peu partout et une diversité dans le sud de la France qui est très intéressante, hein, une des zones de grande biodiversité en Europe. Et donc du coup, on a vraiment de la chance d'être dans cette zone-là où on peut travailler de jour comme de nuit et l'été comme l'hiver. Alors de manière générale, enfin toute espèce a un rôle, hein, c'est assez classique. Par contre, après les rôles spécifiques des chauves-souris, c'est vrai que ça dépend un petit peu où on se situe à l'échelle géographique mondiale. C'est-à-dire que voilà, les chauves-souris d'Europe sont majoritairement insectivores, donc elles se nourrissent d'insectes et ont un rôle un rôle écosystémique prédatent pas mal de pestes de certaines cultures ou d'insectes piqueurs comme les moustiques ou d'autres espèces qui sont entre guillemets pas très appréciées de l'homme. Elles ont un rôle là-dessus. Après, on n'a pas encore réussi à quantifier l'impact des chauves-souris sur les populations de ces insectes. Ensuite, quand on part dans les zones un peu plus tropicales, on a énormément d'autres services écosystémiques sur la pollinisation d'énormément de plantes, qui sont des plantes sauvages qui sont entre guillemets pas utilisées par l'homme ou des plantes qui sont énormément consommées par l'homme, que ce soit pour les boissons ou pour de la nourriture. Hein. Dans certains pays, notamment d'Asie, il y a des plantes qui ont un impact économique très important, et s'il n'y avait pas des chauves-souris, en fait, ça serait des pertes vraiment colossales. Ensuite, il y a un rôle écosystémique sur la régénération des forêts qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de chauves-souris frugivores, notamment dans les régions tropicales et subtropicales, et donc les chauves-souris mangent des fruits, et ça passe par le système digestif, et après, elles relarguent les graines plusieurs dizaines de mètres, centaines de mètres, voire kilomètres, voire dizaines de kilomètres plus loin, et en fait, c'est un rôle très important pour la régénération naturelle des forêts. Pour la chauve-souris bourdon, qui est sûrement le plus petit mammifère du monde, c'est une petite chauve-souris qui fait 2 grammes. Ah oui. Donc c'est l'équivalent à peu près du poids d'une pièce de 1 centime. D'accord. Et alors celle-ci, c'est quoi son habitat par exemple? C'est un habitat qu'on connaît assez mal, hein, c'est des forêts sèches subtropicales. Mais elle a une aire de distribution qui est très restreinte, qui fait à peu près 120-130 km de long par 20 km de large, et on la retrouve que dans cette zone-là. D'accord. Et on comprend pas bien pourquoi en fait. Hein. Mais par contre, voilà, c'est une espèce qui est toute petite, qui va chasser à peine 1 kilomètre de son gîte qui sont dans les grottes. Donc en fait, d'un point de vue écologique, c'est assez incroyable. Hein. C'est une espèce qui reste chez elle tout le temps, qui bouge pas. Et par contre, elle peut voler. Il y a des a priori chez les chauves-souris qui sont assez classiques de manière générale, qui disent bon, les chauves-souris elles peuvent voler, elles peuvent se déplacer autant qu'elles veulent. C'est absolument pas le cas. D'accord. C'est-à-dire voilà, comme la chauve-souris bourdon, on estimait qu'elle passait quasiment toute sa vie à 1 ou 2 kilomètres de son gîte, alors qu'elle pourrait en fait sans doute se déplacer à plusieurs dizaines de kilomètres, mais elles ne le font pas. Et pareil ici, on a une espèce comme le petit rhinolophe qui pourrait, s'il voulait, voler en continu peut-être pendant des heures, donc elle pourrait faire plusieurs dizaines de kilomètres, mais en réalité, elle passe la plupart de ses terrains de chasse sont à 1-2 km de son gîte, et au cours de sa vie, peut-être au maximum, elle va aller à 10-20 km, pas plus. Donc en fait, malgré le fait qu'elles volent, ce sont des espèces qui peuvent être très sédentaires. En France, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, il y a, alors, dans les années 60-70, il y a eu vraiment des déclins de la population de chauves-souris, c'était quasiment généralisé. Okay. Ça s'est un peu arrêté, on va dire, depuis une 20-30 d'années. On voyait des espèces qui globalement étaient en train de récupérer, de remonter.
Et là, ça refait quelques années où on a certaines espèces sur lesquelles on voit des déclins à nouveau. Donc globalement, en fait, c'est pas super effectivement. Oui, alors ce serait quoi du coup les facteurs qui vont, autres que la maladie, qui pourraient impacter les chauves-souris? C'est une bonne question, et en fait c'est une question qui est pas facile à traiter. Ok. Parce que il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'évaluer pourquoi dans les années justement 50-60 les chauves-souris avaient subi tant de déclin dans les populations. Et c'est pas facile, pourquoi? Parce que ça s'est passé il y a 50, 60 ans. Et du coup, revenir en arrière, c'est pas évident. Même pour les populations actuelles, c'est pas évident. Donc en fait, je pense que ça sera très dur à évaluer de manière certaine. Ce qui est assez clair, c'est qu'en fait, il y a eu énormément de changements dans les pratiques agricoles, les changements, on va dire, d'habitat. Hein. Donc il y a eu beaucoup d'augmentation de la production, changement de taille des parcelles, changement de mode de production. On était beaucoup plus mécanique alors qu'avant c'était beaucoup plus manuel, voire avec des animaux, et utilisation des pesticides. C'est pas le seul, hein. On a dernièrement aussi beaucoup de développements tels que les éoliennes. Ouais. Donc là c'est une mortalité qui est relativement assez bien quantifiée, hein, où on trouve les cadavres de chauves-souris sous les éoliennes. Donc là, ça touche certaines espèces beaucoup plus que d'autres, par exemple des espèces migratrices ou des espèces qu'on appelle de haut vol, qui volent le plus en altitude, directement en lien avec les éoliennes. Ce qui va être aussi un aspect important, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Donc il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris qui gîtent dans les petites fissures ou qui rentrent par un petit trou pour aller dans les combles des bâtiments. Avec la rénovation thermique, si on bouche tout complètement, en fait, on va détruire énormément de gîtes de chauves-souris. Parfois, on va même tuer les chauves-souris intérieures parce qu'on va être bloqué à l'intérieur. Donc, en fait, il y a un ensemble de problèmes qui apparaissent, et connaître précisément l'importance de l'homme par rapport à l'autre, c'est pas évident. Mais en tout cas, on se rend compte que tous ces paramètres ensemble font que, elles ont plus beaucoup d'habitats. C'est peut-être pas étonnant, effectivement, que les populations de chauves-souris continuent pour beaucoup d'espèces, diminuer, parce que, en fait, on détruit énormément de leur habitat, que ce soit de chasse ou leur habitat pour rester pendant la journée. Chiroptéroduc. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on a eu un étudiant en thèse il y a quelques années, Fabien Clairaut, qui a justement travaillé toute sa thèse sur ces problématiques-là. Alors, on n'a pas travaillé sur toutes les routes, on s'est concentré sur les autoroutes ou au moins les voies à deux fois deux voies. Et en fait, donc justement, c'est de voir dans quelle mesure on pouvait rétablir la connectivité entre les deux côtés. Alors on peut se dire les chauves-souris elles volent, donc une route, pas de route, peu importe. Non, en fait, c'est vraiment important. Une chauve-souris, alors si elle traverse comme ça au hasard la route, en fait, elle va se retrouver très rapidement en termes de collision avec les véhicules. Donc il y a pas mal d'études de collisions en Europe ou dans le monde qui ont été faites sur la chauve-souris, donc ça peut aller de plusieurs individus par kilomètre par an. Donc en fait, il y a certaines espèces qui peuvent pas survivre proche des autoroutes, hein. C'est assez clair. Et nous, on a étudié quasiment tout par l'acoustique, et on a montré en fait que plus on se rapproche d'une autoroute, moins on a d'activité acoustique, et la zone, en fait, c'est jusqu'à 5 km. C'est-à-dire qu'a priori, une autoroute aurait un effet sur les populations de chauves-souris environnantes, sur une zone de 5 km de chaque côté de ces routes-là. On a calculé à l'échelle européenne, c'est à peu près un tiers du territoire européen qui est à moins de 5 km d'une autoroute ou une route à deux fois deux voies. Alors dans le côté bonne nouvelle, vous avez quand même découvert une chauve-souris il y a quelques années. C'est vrai, alors il y a quelques années, donc on a publié l'information, parce qu'en fait ça faisait une dizaine d'années qu'on travaillait dessus. On a découvert une nouvelle espèce de chauve-souris en Europe, et particulièrement en fait ici dans le sud de la France. C'est étonnant en fait, parce que ça fait quasiment 250 ans qu'en Europe on étudie la taxonomie des animaux, et en particulier des mammifères, et on se retrouve encore à découvrir une nouvelle espèce. Pourquoi? En fait parce que il y a ce qu'on appelle les espèces cryptiques, c'est-à-dire ces espèces qui morphologiquement, quand vous les capturez, vous voyez pas la différence. Et la seule manière d'identifier ces différences, c'est grâce à la génétique. Bon, pour résumer, si vous prenez un murin de Natterer qui est de Bourges,
il est plus proche génétiquement d'un murin de Nattéraire qui est de Grèce qu'un murin de Nattéraire qui vient juste de 100 km au sud en région Auvergne. Donc c'est clair qu'il y a une grosse différence. Et donc voilà, on a décrit, on a des murins cryptiques parce que pour le moment, sur le terrain, on n'est pas capable de différencier du murin de Nattéraire. Par contre, génétiquement, c'est très facile.